1 an et demi que Macron promet la reconnaissance de l'État palestinien sans agir. Mais il ne leur a pas fallu un jour pour proposer de soutenir militairement Israël, car chasser le soutien inconditionnel, il revient au galop. Pourtant, quel que soit ce que l'on pense du régime de Khamenei, que l'on a toujours condamné, le droit international est clair. L'Iran est l'agressé et Israël l'agresseur. Comme le rappelle l'ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, Monsieur Barrot, c'est la première fois que la diplomatie française confond guerre préventive et droit à se défendre. À ce stade, il est urgent que vous changiez de métier. Netanyahou a tué 408 personnes en Iran. Il est aussi responsable, et je le dis, de la mort de 13 citoyens israéliens. Je l'assume, c'est sa responsabilité. Ni Netanyahou, ni Khamenei, et l'appel du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Car quand des jeunes sont pendus à l'aube, le régime des mollahs est le seul responsable. Mais quand des hôpitaux sont bombardés et que des enfants meurent sous les décombres, c'est Netanyahou qui les a tués. Depuis 4 jours, un balai de négationnistes se précipite sur les plateaux pour dire qu'il faudrait remercier le gouvernement israélien qui affame 2 millions de personnes enfermées, qui s'acharne sur les Gazaouis tellement fort que leurs restes tiennent dans des sacs plastiques. Plutôt mourir! Quel esprit malade peut encore croire que la démocratie se cache dans ce gouvernement? Il y a 20 ans, des propagandistes de votre genre squattaient déjà les plateaux télé et vociféraient qu'il fallait soutenir l'invasion de l'Irak par les États-Unis au nom des armes de destruction massive qui n'existaient pas plus alors que la bombe atomique iranienne n'existe aujourd'hui. Et ce sont les services américains qui le disent. Aujourd'hui, vous voulez précipiter des centaines de millions de personnes dans l'abîme. Vous nous faites honte. Votre gouvernement est transitoire. Le siège de la France au Conseil des Nations Unies est permanent. Merci beaucoup. La première de toutes les choses, c'est que nous n'avons ni soutenu ni participé à ces opérations israéliennes. Et depuis les premières heures, nous appelons à la retenue, à la désescalade, à la préservation des civils, à l'arrêt des frappes de toutes parts. Parce que nous considérons qu'il n'y a pas de solution militaire au problème du nucléaire iranien. Ça n'est pas une déclaration qui date d'hier ou d'avant-hier. Nous le disons depuis des mois et des années avec régularité et avec constance. Maintenant, Madame la députée, vous vous faites l'avocat du régime iranien. Faut-il rappeler, Madame la députée, que le régime iranien dispose de capacités nucléaires et balistiques susceptibles de toucher le territoire européen? Faut-il rappeler que le régime iranien a soutenu tous les groupes terroristes, qu'il s'est félicité de l'attentat du 7 octobre suite auquel 50 de nos compatriotes ont perdu la vie? Faut-il rappeler que le régime iranien a livré des centaines de missiles et des milliers de drones à la Russie, qui encore hier soir a agressé l'Ukraine avec une violence et une cruauté sans limite? Que chacun devrait soutenir la seule démocratie de la région dans ce combat. Ici même, une secte antisémite déguisée en parti politique, située à l'extrême gauche de cet hémicycle, lèche les bottes des mollahs, tandis que leur mascotte, porte-parole du Hamas, organise une croisière pseudo-humanitaire dont le seul but est d'afficher sa haine des Juifs et d'Israël. Israël n'est pas le problème, il est le rempart et son combat est le nôtre. Affronter un fascisme islamiste global, une idéologie de mort qui a aussi sévi à Toulouse et au Bataclan. Monsieur le ministre, ma question est double. 1. Face aux tirs de missiles incessants à destination d'Israël et de nos concitoyens français, quel dispositif comptez-vous mettre en place afin d'assurer leur rapatriement immédiat comme la France le fait pour tous les pays en guerre et comme d'autres pays l'ont déjà fait? Pouvez-vous réaffirmer par ailleurs que la France se tient indubitablement aux côtés d'Israël face à cette menace existentielle? Face à l'escalade militaire au Proche-Orient, notre priorité, c'est la sécurité de nos ressortissants et de nos agents. Et je veux avoir une pensée pour nos agents à Tel Aviv, à Jérusalem, à Téhéran, qui exercent leur mission aux côtés de nos compatriotes dans des conditions extrêmement difficiles et tendues. Alors, il y a des pays qui ont décidé d'évacuer leurs agents. Ce n'est pas le choix que nous avons fait à ce stade. Nos agents sont à leur poste, c'est leur honneur, ils restent aux côtés des communautés françaises.
Ceci étant dit, vendredi, nous avons pris contact avec nos ressortissants en Israël pour leur transmettre les consignes de sécurité et nous avons appelé les Français de passage en Israël à s'inscrire sur le fil d'Ariane pour pouvoir être informés en temps réel de ces consignes. Nous avons ouvert une ligne téléphonique accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous avons ouvert une cellule d'écoute psychologique au service de nos ressortissants et nous avons réuni hier les chefs d'îlots, c'est-à-dire les Françaises et les Français responsables en Israël de la sécurité d'une partie du territoire. Ce matin, j'ai réuni les ambassades des pays concernés et les services de l'État au centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères et j'ai décidé de renforcer les effectifs de la cellule d'écoute ou en tout cas de la ligne téléphonique d'urgence pour améliorer les conditions de prise en charge. J'ai décidé que nous puissions clarifier les voies de sortie terrestre d'Israël vers la Jordanie, au nord vers Amman ou au sud vers Aqaba ou en Égypte vers Sharm el-Sheikh où les ressortissants qui le peuvent et qui le souhaitent peuvent prendre des billets d'avion et regagner le territoire national. À la veille du 18 juin, quelle est la voix de la France? Il y a quelques jours, 200 avions de chasse israéliens ont frappé des cibles iraniennes impliquées dans le programme d'enrichissement nucléaire. Qu'une chose soit bien claire, la poursuite de ce programme par l'Iran est une menace existentielle pour Israël et sa population. L'Iran, nous le savons, est un acteur de déstabilisation régionale. L'Iran triche en continuant d'augmenter sa production enrichie, à ce qu'a démontré le dernier rapport de l'AIEA. Sous le quinquennat de François Hollande, de longues négociations avaient été engagées par Laurent Fabius pour s'assurer que l'Iran ne puisse accéder à l'arme nucléaire. Donald Trump a déchiré, brisé cet accord, permettant à l'Iran de poursuivre tranquillement son programme nucléaire. De nouvelles négociations, si imparfaites soient-elles, étaient en cours. Si j'ai rappelé ce contexte, nous ne pouvons pour autant ni légitimer l'usage de la force, ni la fuite en avant de Benyamin Netanyahou en Iran, mais aussi en Syrie, au Liban et à Gaza. Pour l'équilibre d'une région déjà instable, pour l'équilibre d'un monde en ébullition, la communauté internationale, si elle existe encore, doit se ressaisir, exiger une désescalade, exiger un cessez-le-feu pour éviter toute attaque contre les populations civiles, tant en Iran qu'en Israël. Nous demandons de manière urgente un retour à la table des négociations. Monsieur le Premier ministre, comment la France, son gouvernement, avec ses partenaires européens et ceux du G7, peuvent-ils faire pression pour revenir à un règlement du conflit dans le cadre diplomatique, pour créer les conditions d'un cessez-le-feu, pour mettre en place les conditions d'un nouvel accord sur le nucléaire iranien? La voix de la France, elle est claire, elle est forte, c'est la paix et c'est la sécurité pour tous. Et cette position, elle repose sur un double refus. Le refus de voir Gaza occupée, la Cisjordanie colonisée, le Hamas continuer à détenir les otages dans les tunnels de Gaza et l'aide humanitaire bloquée à l'entrée de Gaza avec une population affamée. Et c'est pourquoi, même si nous avons dû la reporter pour des raisons logistiques et sécuritaires, nous restons déterminés à tenir cette conférence pour la solution à deux États qui a enclenché une dynamique désormais inarrêtable qui va nous conduire à reconnaître l'État de Palestine. Le deuxième refus, c'est celui d'un Iran nucléaire qui fait, comme vous l'avez dit, peser un danger existentiel sur Israël, la région, mais aussi sur l'Europe. Mais c'est un problème que l'on ne peut régler que par la négociation, comme nous l'avons fait, vous l'avez dit, sous l'autorité du président Hollande il y a 10 ans, en étant plus exigeants que nos partenaires américains et en obtenant des concessions significatives de l'Iran. Un accord qui, c'est vrai, a été fragilisé quelques années plus tard lorsque les États-Unis s'en sont retirés. Mais force est de constater que la négociation reste encore aujourd'hui la seule manière d'aboutir à un retour en arrière du programme nucléaire et balistique iranien. C'est pourquoi nous appelons à la retenue, à la désescalade et à l'arrêt des frappes des deux côtés, que nous appelons au retour à la négociation. C'est ce que j'ai dit
à mon collègue iranien, c'est ce que je dis à mon collègue israélien, c'est ce que j'ai dit à mon collègue américain. Et je leur ai dit aussi que de la même manière qu'il y a 10 ans, ce sont les Français, les Allemands et les Britanniques qui avaient trouvé la solution, eh bien nous nous tenons prêts à apporter notre compétence, notre expérience et notre constance pour mener ces discussions avec les parties prenantes.